Alors, moi, je distingue deux sortes d'utopies. Ce que je pourrais appeler grossièrement la bonne et la mauvaise utopie. La mauvaise utopie, c'est l'utopie qui pense réaliser une société parfaite, harmonieuse, où le bonheur de chacun est lié au bonheur de tous. Et disons, ce qu'il y avait d'utopique dans l'Union soviétique, c'était d'annoncer que l'homme soviétique était libre, il était libéré, il était émancipé, et c'est-à-dire ça camouflait une réalité qui n'était pas, qui était évidemment contraire. Alors, mais la bonne utopie, c'est avoir l'idée que des choses qui ne sont pas possibles actuellement seraient théoriquement possibles. Prenez par exemple le fait de nourrir tous les humains de la planète, et même qu'en cas d'épidémie, de famine, il y a les ressources nécessaires dans certains pays. Bon, c'est très possible. Qu'est-ce qui rend la chose impossible? C'est l'organisation des États, ce sont les phénomènes de corruption, enfin, c'est l'état mental, l'état politique et l'état social du monde. Prenons l'idée d'une paix planétaire. Ben, c'est tout à fait possible avec aujourd'hui les intercommunications entre toutes les sociétés. Et je dirais qu'elle est même, c'est une idée qui même s'impose logiquement, vu les périls des armes de destruction massive. Mais bon, nous savons même que, par exemple, là où il y a eu des guerres féodales, l'existence d'une nation a supprimé les guerres féodales en supprimant les pouvoirs absolus des féodalités. Nous pouvons très bien supposer que cela est possible sur la planète. Et pourtant, c'est impossible. Aujourd'hui, au contraire, nous allons vers des périls de guerre de plus en plus grands. À mon avis, voilà les bonnes utopies. Pas une utopie où il y aurait le bonheur pour tous, mais une utopie où il y aurait une lutte permanente contre la barbarie humaine et contre la souffrance. Alors, si vous voulez, il faut faire une critique de l'utopie et il faut faire aussi une critique du réalisme. Parce que, d'ailleurs, c'était mon maître Bernard Gruth-Huizen qui disait « Être réaliste, quelle utopie !» Et il est évident que quand on est réaliste, c'est-à-dire qu'on croit qu'une situation donnée peut être extrêmement durable, c'était le cas, par exemple, sous l'occupation, pendant 2 années, il y avait une domination nazie sur l'Europe qui semblait pouvoir durer très longtemps. Et le réalisme, c'est de s'adapter à cette conjoncture. Bon, mais en réalité, c'était un réalisme qui ne se rendait pas compte d'un certain nombre de réalités encore peu visibles. Ce qu'avait dit De Gaulle, c'était prophétique, mais c'était quand même incertain. Il avait dit, après la défaite de la France, des forces formidables ne sont pas entrées dans la bataille. Il parlait de l'Union soviétique, il parlait des Amériques. À l'époque, il y avait un pacte entre l'Union soviétique et l'Allemagne, et l'Amérique était dans la neutralité. Bon, et pourtant, les choses ont changé. Donc, si vous voulez, il faut faire la critique du réalisme et la critique de l'utopie. C'est un jeu extrêmement difficile, et c'est vrai que les mauvaises utopies ont créé beaucoup de dégâts, mais elles ont créé des dégâts parce qu'elles ne se pensaient pas comme utopie, elles se croyaient réalistes. Hein, et dans le fond, il faut savoir, c'est très difficile à dire, parce que, par exemple, la prolongation de la vie humaine, enfin, une prolongation au-delà, disons, des 80, 100 ans, que c'est une chose impossible, c'est contraire à tout ce qui est biologique. Mais pourtant, aujourd'hui, avec le fait que nous savons qu'il y a des cellules souches présentes, même dans les organismes adultes, enfin un certain nombre de biologistes, je pense qu'on peut prévoir, évidemment, l'humanité ne serait pas, enfin ceux qui seraient dotés non pas d'immortalité, mais d'une prolongation de vie, ne seraient pas à l'abri d'accidents terribles. Mais, donc, si vous voulez, il faut savoir que une utopie d'aujourd'hui peut être une réalité de demain, mais je maintiens, à condition de maintenir sa vigilance critique
et sur ce qui se croit être réaliste, et la vigilance critique sur les rêves de perfection et d'absolu. Ben, écoutez, je crois que nous allons peut-être commencer à le comprendre, peut-être tardivement. Nous préparons deux types de catastrophes. L'une qui vient, si vous voulez, de la dissémination et multiplication des armes de destruction massive, premier chef nucléaire, processus qui est loin d'être stoppé, et processus qui est lié à l'aggravation des tensions planétaires, y compris ce début de guerre de religion ou de guerre de civilisation que nous essayons d'éviter, mais nous ne savons pas si nous réussirons à l'éviter. Donc, il est certain que nous préparons un type de catastrophe tel qu'il n'en ait pas existé dans l'histoire, vu les capacités de destruction qui existent dans des conditions délirantes qui ont existé, certes, mais pas exactement les mêmes. Si à l'époque des croisades et des guerres de religion, il y avait la bombe atomique, on n'en serait pas là, on ne serait pas arrivé jusqu'à nous. Bon. Alors, la deuxième catastrophe, elle est évidemment de nature écologique, c'est-à-dire le vaisseau spatial est propulsé par 4 moteurs incontrôlés, la science qui produit le meilleur et le pire, c'est-à-dire la destruction, manipulation, la technique, l'économie, le profit. Il n'y a pas de pilote dans le vaisseau spatial, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de régulation. Et donc, on va là aussi, pas seulement vers la catastrophe nucléaire, guerre, mais vers une catastrophe qui est liée à la dégradation de notre biosphère, laquelle va entraîner une dégradation généralisée de nos vies. Et du reste, c'est pour ça qu'il importe dès maintenant d'avoir une vision, c'est-à-dire de transformer le quantitatif en qualitatif, peut-être moins consommer d'énergie, mais mieux. C'est-à-dire, il y a la réorientation de tout ce qui est notre mouvement à faire, mais ce sont des mouvements dispersés. Toutefois, qu'est-ce qui peut procurer l'espérance? C'est que, comme disait Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire, plus nous prendrons conscience du danger, plus nous serons peut-être capables de lutter, à condition que ce ne soit pas trop tard. Par exemple, il y a eu une certaine conscience des dangers sur la biosphère qui ont provoqué des réunions de Rio, de Kyoto, de Johannesburg, etc. Malheureusement, la conscience n'était pas assez forte et n'a pas conduit à un système qui puisse imposer à toute la planète une façon de réguler ce problème avec équité, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes traitements pour les pays dits développés et pour les pays qui sortent d'un état qu'on appelle dit de sous-développement. Bon. Alors, donc, voici un peu notre situation. Nous allons vers un suicide, mais nous ne savons pas si ne vont pas se développer les contre-courants qui vont être capables d'éviter la catastrophe. Et c'est parce que éviter la catastrophe fait partie de l'improbable, et c'est parce que, comme je l'ai dit, l'improbable arrive quand même de temps en temps dans l'histoire, que je maintiens la fenêtre d'espérance. Merci à tous. La relative certitude de l'heure de départ de Edgar Morin nous impose d'interrompre cet après-midi. Voilà, un grand merci à vous tous. Et un grand merci à Edgar d'être venu.